vous remercie, madame, pour vos compliments. Si je comprends bien, je suis dans la situation car la jeune fille a marié pour se faire. Donc, s'il y a des candidates, madame dit que je suis prête. Mais ce n'est pas tout à fait vrai, comme pour le sujet. C'est de attention. On a d'une certaine manière. Ce qui fait que quand il y a des questions qui sont posées comme ça, l'architecture algérienne, moi je parle de notre belle. Parce que si on regarde par exemple, non pas la production depuis l'indépendance, la période coloniale, mais si on regarde notre architecture en Algérie, nous parlons de notre architecture. Ce n'est pas tout à fait vrai parce que nous avons nos architectures. Dans chaque zone bioclimatique, dans chaque type de climat qu'il y a en Algérie, nous avons un type d'habitation. C'est vrai qu'elles ont des caractères qu'on retrouve partout, le fait de la protection de l'intimité, que le dedans fait nettement séparer du dehors, et là on y reviendra quand on parlera de la question de l'esthétique, le fait que le dehors est de préférence anonyme. Le dehors de nos habitations est khabé, mais bien. Nos maisons ne sont pas des maisons où on a une présentation du statut social ou de qui habite, le cache. C'est important parce que je vais y revenir tout à l'heure, mais je vais dire tout de suite une conclusion que je tire sur la question de l'esthétique. Aucune maison de nos villages n'a quelque chose de remarquable. La somme des habitations de nos villages donne un fait remarquable. C'est-à-dire qu'en Algérie, l'esthétique ne gît pas dans le décor qui n'existe pas à l'extérieur des maisons. Je parle toujours de l'habitat traditionnel. Mais que dans le groupement de ces habitats, il surgit quelque chose de merveilleux, comme d'ailleurs, comme Tilboum, comme tous les villages de Kabylie, comme la Gaspar, etc., etc. C'est ça qui est important. Cela veut dire que nous devons d'abord nous méfier du mot architecture algérienne. Ça n'existe pas. Il y a des architectures et qui sont très variables. Même en sauvegardant les mêmes types de principes d'organisation interne ou d'utilisation de l'espace. Deuxièmement, le mot esthétique aussi devrait attirer notre vigilance. Et de ce fait, comme on aborde le problème des autres architectures, celles qui ont été produites pendant la période coloniale ou celles qui ont été produites après l'indépendance, nous nous trouvons dans la situation suivante. Les architectures traditionnelles ont été produites par les villageois, les habitants d'Irso et ainsi de suite. Mais les habitations post-indépendance, qui les a produites? On a un acteur principal qui a été l'État, au moins pendant la période, on va dire, 65-85, comme acteur principal, c'était l'État. Mais en fait, à partir de 78, à partir des réserves foncières communales, on a toute une série d'autres acteurs qui ont surgi. Les uns parce qu'ils ont reçu des terrains de la part de l'État, dans le cadre des foncières, des lotissements publics, etc. Et les autres parce qu'ils n'ont pas reçu de la part de l'État et qu'ils se sont débrouillés pour construire, etc. Donc on a des constructions de l'État, on va en parler. Est-ce que l'État a visé une esthétique? Qu'est-ce qu'il a visé dans ses politiques de logement, de construction? Et qu'ont visé les autres acteurs? Et je m'aperçois que ces acteurs sont hétérogènes, ils sont socialement hiérarchisés en termes de revenus ou là, de regard sur ce que devrait être leur maison, etc., etc. Au niveau le plus bas, c'est celui qui construit le baraque, c'est la survie de la famille. Deuxième élément, c'est la reproduction de la famille, c'est-à-dire les balades. Vous vous rappelez les fermes en attente au cours des années 80-90, toujours dans toute l'Algérie, dans tous les villages, des fermes en attente avec un pneu dessus. Ça veut dire première étape. Ça a très rapidement évolué au début des années 80, quand Chebli, etc., je préfère ne pas insister sur ça, ont changé d'avis sur la question de l'industrialisation. On a arrêté l'industrialisation, on a arrêté les investissements, on a déstructuré les entreprises. Et donc, Zéloana pourrait en témoigner, en 80, il y avait de l'emploi à gogo pour les architectes.
Je le disais tout à l'heure, à la limite, quand il y a un architecte, خرج من المسجد جايني على la limite يقول لي زوجني سكني. هذيك سكني c'était une condition nécessaire ماشي بدا يهضر معايا. C'était moi زعما qui le recrutait. En réalité, c'est lui qui me recrutait. واش نعطي له انا الدار كان تي دابارتمون ان 84 pièces وين نعطي له et ainsi de suite. En 85, les architectes ont commencé à devenir des chômeurs. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau des différents acteurs sociaux? Moi, je l'ai constaté, je n'ai pas arrêté de faire des photos de 80 à 90 sur les habitations. Dès 80, les gens ont commencé, non pas à faire un logement, mais des garages. C'est là que l'architecture s'est transformée. Pourquoi? Parce que le projet de reproduction familiale est devenu un projet de survie, un projet de stratégie. Et on reprend les différents étages et on s'aperçoit qu'il y a des gens donc, qui tentent de pouvoir réaliser des maisons pourvu qu'il y ait le permis, ou le permis. Vous pourrez constater vous-même tous les quartiers que les gens appellent informels ont en réalité des formes très proches, sont extrêmement formelles par apprentissage social. On a l'impression que toutes les maisons se ressemblent parce qu'il y a un apprentissage social. On apprend des autres qui fâchent Benabda, je connais le Dar, ou qui fait Doula, et ainsi de suite. Donc, à ce stade, on recherche l'utilité et non pas l'esthétique. Par contre, ceux qui avaient un statut suffisamment important pour pouvoir bénéficier d'un lot dans le lotissement soit de la CAPAT ou donné par les municipalités, etc., on s'aperçoit, et on le voyait très très bien, qu'apparaît un autre signe, la manifestation du statut. أنا مقلب عطاولي في الكادات اللي هي في القبة. أنا مقلب parce que عطاولي sur les sources. Pourquoi tous les lotissements تاع المقالي في الجزائر l'Algérie مسميين Dallas? C'est ça, avec le fameux slogan Villa Rondam Rondam. Vous voyez donc en fait, même au niveau des acteurs qui construisent leur maison, j'ai une stratification des statuts et arrive un moment, effectivement, la maison est un élément dans lequel la représentation existe. On a pu tous voir, et vous avez pu les voir, qu'il y a une nation de sous-bassement en briques rouges, aux autres, il y a des la pierre bleue, avec un jointoir en ciment. Et bien la pierre bleue, il s'ouvre le sol. Cette redondance, ce n'est pas djahal. Les derniers vadam, ماشي باش يضوي الدرج باش يوري بلي الجاب هو النظام هو مقلب. وعنده لا tuile verte parce que يعرف واحد اللي بالضربون لا tuile verte. Donc il y a un moment où effectivement il y a une esthétique affichée. Et cette esthétique affichée, si nous ne restons pas figés sur un modèle de ce genre, on s'aperçoit qu'elle a évolué. Donc, quand la zone avec ta jolie vue, et quand on les grossistes, ces habitations sont restées sans crépi à partir du moment où le rez-de-chaussée rapportait de l'argent. Elles sont restées sans crépi. Ensuite, elles ont été crépies. Et puis, il y a une dizaine d'années à peu près, une autre tendance, on a vu apparaître des façades miroirs. Cela veut dire qu'il y a des considérations esthétiques où il y a des gens qui ont un revenu suffisant, utilisent la maison comme symbole, c'est pour faire du phishing, des signes et des sujets, et des larones, parce qu'il a fait un projet économique pour attirer les gens. Et pour en faire soit un bazar, soit quelque chose qui est destiné à la vente. Mais parfois aussi, on entend dire que les gens ne finissent pas la construction pour justement éviter la haine, la superstition, du mauvais œil, etc. C'est aussi fait exprès. Vous me donnez une demi-heure ou un quart d'heure? Il va y avoir la grève là.
Ce que je veux dire, et c'est une de mes réponses à la question qui m'est posée, c'est le fait que nous avons des différents groupes sociaux qui ont un projet, un enjeu stratégique à satisfaire, vivre. يكبروا ولادو ومن بعد كيحس الدولة على كيفاش يخدموا ولادو يدبروا الخدمة يديروا حوينتية ولا حكارات etc. Et que d'autres qui sont rassurés parce que eux sont suffisamment puissants pour avoir reçu un lot de terrain à l'époque ont utilisé l'architecture de leur maison pour manifester un statut, pour manifester cette puissance. Donc derrière chaque architecture, il y a un enjeu, un projet, etc. Mais aussi, il y a une esthétique. Et regardez ce qui se passe. Dans les couches les plus basses, là où la question de la survie de la reproduction est importante, il n'y a pas de travail des façades. C'est seulement quand la maison devient un outil de la représentation et un objet commercial qu'on commence à traiter les façades et à traiter la maison de manière à la rendre vendable, intéressante, une fois qu'elle a dépassé, qu'elle a cessé d'être le signe d'une puissance personnelle acquise. Donc, le côté esthétique, soit comme décor, soit comme significatif d'une architecture, d'un projet social déterminé, d'une couche sociale déterminée, sont tellement variables que la question première avec une architecture algérienne, dans le passé, je l'ai montré, dans le présent, on le voit aussi, n'a pas de sens. Il y a des architectures et il faut donc étudier les pratiques des gens et ce qu'ils font. Et la notion de moche n'a pas de sens. Un exemple très simple. L'État a deux architectures. Il a une architecture institutionnelle qui est fondée sur son slogan. Nous sommes arabes et musulmans, à partir de là, l'État va toujours produire une architecture institutionnelle dans laquelle il va me renvoyer à la gueule les signes de ce qu'il est. Mais comme c'est tellement pauvre, ou en général Djourala, vous aurez des variantes de l'arc. C'est la même chose. La Bibliothèque nationale Mzouqa, et ainsi de suite. À tel point que les Wali, exemple de Djal semi-cultivé, quand il fabrique une wilaya, je fais la wilaya de Djekpa, je vois à la télé, j'ai vu ces jours-ci la wilaya de Tlemcen. Quand vous voyez les wilayas, vous voyez un catalogue de toutes les manières de dessiner une coupole, un arc, une colonne, etc., depuis le Maroc jusqu'en Birmanie. Même les temples hindous, on a des photocopies d'Ahmed, et c'est soi-disant musulman parce qu'il a un arc brisé. Au nord de l'Afrique, il n'y a pas un seul, je lance le défi, il n'y a pas un seul monument en Algérie avec l'arc roman de Glassard. C'est toujours des arcs brisés. C'est-à-dire qu'il y a l'État donne de lui-même un visage et il se fabrique son architecture que ses différents délégués, les waliers en général, fabriquent à leur manière. Et donc on a autant de types d'architecture de l'État, des institutions, que vous avez de commanditaires, de délégués. Maintenant reste la deuxième partie de l'architecture produite par l'État, qui est les fameux bâtiments. Si vous prenez, rappelez-vous ce que j'avais dit de l'esthétique, même si vous prenez un bâtiment de qualité, prenez même une jolie villa, faites 2000 villas de rang et ça devient moche. Donc je crois que nous devrions faire attention. Le caractère absolument non fonctionnel des nouveaux ghettos qui ont été en périphérie des villes ne sont pas forcément moches par le bâtiment qui les compose que par la somme des bâtiments. C'est cette somme de misère agglutiner. Et c'est cette uniformité qui résulte d'une addition à l'infini du même modèle qui crée la laideur. Donc il y a la laideur sociale, le mépris qu'elle implique donc, pour les utilisateurs qu'on a exilés à 30 km d'Alger, pas simplement à Alger, on le voit à Boudjasté de partout, et là-dedans la mocheté est le résultat
de l'alignement à l'infini du même modèle d'habitation. Cela veut dire que si je viens faire le tour, parce qu'il faut que je m'arrête, puisque je dois respecter un temps, il est très important de voir que nous devons commencer, nous, déjà dans cette salle jusqu'à la même temps, de casser les paramètres de ce que nous appelons esthétique. Est-ce que nous exigeons que ce soit le décor externe des maisons qui soit le signe d'une esthétique, les volutes, les aplats, etc., etc. Ou bien, est-ce que nous considérons que là, Chebba, une maison qui a une certaine harmonie, qui m'a dû organiser, etc., ça fait le rapport entre la hauteur, la largeur de la rue, etc., nous satisfont. Qu'est-ce que nous appelons esthétique d'abord? Non, binatement. Comment les paramètres? Et ensuite, nous devons nous caram ou je devons nous. Même quand j'ai un skin, qui va se dans les moches. Est-ce que je peux appliquer la terminologie de l'esthétique à celui qui en est au stade de la survie? Comment je dois analyser toutes nos petites bourgeoisies, toutes nos bourgeoisies qui se creutent, etc., parce qu'elles ont fait des habitations moches, que ce soit dans le décor ou dans les proportions? Est-ce que nos petits-enfants ne vont pas revenir dans 50 ans et porter le même jugement que nous, qui apprécions certaines architectures comme merveilleuses et qu'il faut sauvegarder comme patrimoine? Je veux dire que le jugement sur l'esthétique se déplace dans le temps. Il se déplace entre production architecturale, avec la nécessité de changer chaque fois de paramètre du beau. Est-ce qu'il touche l'objet? Est-ce qu'il touche la collection d'objets? Deuxièmement, ça se déplace dans le temps. Notre regard à nous doit être paramétré, déjà, pour le faire. C'est tout. Pas de difficulté. Maintenant que l'État algérien a changé ses politiques et qu'il a fini depuis les années 2000 à faire ces horreurs, qui sont des horreurs par la misère qu'elle crée d'abord. Quand vous obligez quelqu'un à payer de sa vie, de son temps, ويصرف الخلاص تاعو غير في الترونسبور وما يخليش بنتو ولا بناتو يقراو باسكو بعاد يخاف عليهم parce que je l'ai écrit. J'avais écrit les bidonvilles sont le produit de la misère sociale. Les bétonvilles produisent de la misère sociale. Il y a cette leader-là qui est extrêmement importante. En plus de la leader de l'empilement, de l'assemblage, et ainsi de suite. Moi, je crois que nous devrons être très prudents sur les deux termes, leur contenu, de manière à ce qu'on puisse faire des pas en avant et regarder les différences dans l'espace et dans le temps aussi. Merci beaucoup. Merci.